1-2, 1-2, dans la partie précédente. Alors moi, je pense que j'ai une prise de conscience qui a été très longue. Il y a eu plein de petites choses qui sont venues se distiller. J'ai pas eu, tu vois, genre aujourd'hui, des fois, on voit des gens, ils font une fresque du climat, bam, le truc leur tombe dessus et le lendemain, ils sont végétariens, ils ont arrêté de prendre l'avion, ils ont vendu la voiture. Bon, non, moi, ça a pas été comme ça. J'étais sur la route toute la sainte journée. Moi, je suis l'archétype du mec qui était sur l'autoroute. J'en peux plus! Cultivez et revendiquez et battez-vous pour votre droit à l'errance. Mais je peux pas! Laissez-vous le droit de cheminer autour de la route, quoi. J'y vais, mais j'ai peur! Parfois, on reçoit autre chose que ce qu'on attendait. La vie est pleine de surprises. Le droit à l'errance, il est vital et ce monde est en train aussi de nous le tuer. Échange billet! Putain de merde! Bonjour, vous écoutez Bifurqué, des histoires qui valent le détour. Une série d'entretiens réalisés par les Pandarous, petits médias qui prouvent que d'autres histoires sont possibles. Épisode 1, Amandine, doucement mais sûrement. Tout à l'heure, j'ai parlé de ma maternité. Je pense que c'était un gros catalyseur. Clairement, ça a été vraiment le point de bascule. Mais avant tout ça, il y avait déjà des choses, en fait, qui n'allaient pas. En fait, donc je te parlais de mon expérience en audit interne. Je disais, ça a été mon expérience professionnelle préférée. C'est même pas correct quand je dis préférée. C'est la seule dans laquelle j'ai été épanouie dans cette vie-là. Après, une fois que j'ai quitté l'audit, ça a commencé à pas aller. Et en fait, quand tu quittes l'audit interne, généralement, quand tu fais ce job-là, que tu es auditeur, tu viens rendre tes rapports, si tu as des rapports qui sont un peu compliqués, tu dois les défendre devant la direction générale. Voilà, donc j'étais très exposée. Et donc j'avais été repérée par le DAF, le directeur financier du groupe Rhodia de l'époque, qui a voulu absolument m'avoir dans son équipe. Et là, à l'époque, tu sais, t'es dans les injonctions, tout le monde te dit « Non mais attends, c'est le job de rêve, tout le monde rêve d'avoir ce job-là, tu peux pas dire non, tu vas être super exposé, tu vas travailler avec le top 10 de la finance du groupe. » J'étais correctement payée, enfin j'étais bien payée à l'époque, par rapport aux grilles, surtout en n'ayant pas fait de grande école. Enfin voilà, donc il y avait tout qui me disait mais vas-y. Et donc j'y suis allée, alors qu'au fond, moi je pense que c'était la petite Amandine, tu vois, l'enfant intérieur qui disait « Mais n'y va pas, mais c'est quoi ce truc ?» Et je me suis retrouvée, donc je passais de cette vie où j'étais à moitié à vivre dans les aéroports, à beaucoup voyager, à aller sur des sites industriels, etc. Là, je me suis retrouvée dans une tour à la Défense. Et là, à faire un job qui, au final, me rappelait, parce que j'avais pas aimé dans la banque, c'est-à-dire que en fait, je gérais le reporting financier du groupe sur la dette, l'endettement du groupe, les intérêts financiers. Donc, c'était des chiffres sur des chiffres. Ça aurait pu être sur des carottes, n'importe quoi. Ça n'aurait rien changé à mon job. Et donc, au bout d'un mois, je me rappelle, je dis à mon conjoint, il n'y a aucun sens à ce que je fais, en fait. Et donc, en fait, j'ai été vraiment frappée par la stupidité. Enfin, on parle de... C'est Graeber qui parlait des bullshit jobs. Enfin, moi, j'étais vraiment là-dedans, quoi. C'était vraiment un bullshit job. Et ça, très vite, au bout d'un mois, j'ai regretté, en fait, d'avoir accepté ce job-là. Et puis, il y a le fait d'aller à la Défense tous les jours. Et je me rappelle, j'entendais le bruit des pas des gens quand je sortais du métro. Il faut dire qu'à l'époque, je faisais déjà du vélo, tu vois. J'ai déjà quand même un côté écolo, même si je prenais beaucoup l'avion. Mais voilà, je me dis, oh, dans l'un dans l'autre, ça doit se compenser. Pas du tout, mais bref. Mais à l'époque, je faisais beaucoup de vélo. J'étais toujours à vélo quand j'allais à mon service d'audit interne, quand j'étais pas en mission. Et là, je me suis retrouvée à ne plus pouvoir prendre le vélo pour aller à la Défense parce qu'à l'époque, il y avait pas Anne Hidalgo qui avait tout transformé. Donc, c'était assez dangereux. Donc, j'y allais en métro et je sortais du métro. Et là, j'entendais ces bruits de pas des gens. Et là, j'avais l'impression d'être un robot. Mais vraiment. Et ça a fait que je pleurais le matin quand je me levais pour aller au boulot. Et donc, assez vite, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Ça ne fait aucun sens, ce job. Et donc, il faut que tu te barres. Voilà. Et donc, 1 an après, j'étais partie. Et là, je m'étais dit, à l'époque, et je pense que c'est encore vrai aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, c'était hyper compliqué de te dire, ouais, je vais faire complètement autre chose, je vais arrêter la finance. Et donc, je me disais, bon,
fais ce que tu sais faire, mais c'est probablement un problème de structure et de voilà. Et à l'époque, je suis tombée sur une start-up qui avait pas beaucoup d'années d'existence, qui s'appelait Innocent. C'est les petits smoothies, je ne sais pas si tu vois, voilà, qui maintenant c'est détenu par Coca-Cola. Mais à l'époque, ils venaient de se faire racheter par Coca. Je suis arrivée, ça faisait quelques mois qu'ils étaient rachetés. Mais à l'époque, il y avait encore cet esprit start-up, c'était une start-up anglaise. Et eux, ils avaient vraiment, leur volonté, c'était de mieux nourrir les gens. Parce que les Anglais, ils mangent quand même assez mal globalement, en tout cas à l'époque. Et donc eux, ils avaient envie de leur donner leur portion de 5 fruits et légumes par jour. Et moi, je me retrouvais vachement dans ce côté-là, la nutrition, enfin voilà. Et voilà, et c'était un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui une société à mission. Et donc je me suis retrouvée là-dedans. Et là, j'ai adoré travailler dans cette boîte. Je la trouvais géniale. J'étais hyper fière. Il y avait le côté start-up. Tout le monde me disait, mais c'est trop cool la boîte dans laquelle tu bosses. Toujours ce côté un peu ce que te renvoie l'autre, en fait. Ah, mais c'est trop cool. J'ai tous mes potes qui m'enviaient de bosser dans cette boîte. Et sauf que là, moi, je me suis complètement cramée. Mais de par... j'avais un job, j'étais la responsable financière de la structure de la filiale française. Donc je travaillais en direct avec le directeur, le DG France. Je reportais en Angleterre. Et en fait, la boîte me plaisait tellement que je comptais pas mes heures. Et en fait, je me suis retrouvée en quasi burn-out, à me cramer. Et là, au bout de 9 mois. Et là, je me suis dit, mais... tu pètes un plomb à la défense en mode tu te crois que t'es devenu un robot, là tu frôles le burn-out et ce qui m'a empêché de plonger à l'époque, c'est que ma mère allait avoir 50 ans et je lui avais promis de l'emmener au Vietnam découvrir ses racines. Elle y était jamais retournée depuis ses 5 ans, enfin, elle est née au Laos, d'origine vietnamienne, et je lui ai dit on ira au Laos et au Vietnam avec ma petite sœur, et je l'avais promis de les amener là-bas. Comme j'avais beaucoup voyagé, j'avais plein de miles Air France qui faisaient que je pouvais leur offrir le billet. Et c'est ça qui m'a... Vraiment, je me suis dit, si tu finis hospitalisé, tu vas pas pouvoir faire ce voyage. Et j'ai eu de la chance d'avoir une hiérarchie. Encore une fois, moi, j'ai eu beaucoup de mésaventures professionnelles, manque de sens et tout, mais j'ai toujours eu des gens, quasiment tout le temps, des gens vraiment extrêmement bienveillants et qui ont vu que j'allais pas bien et qui ont fait en sorte que ça aille mieux, quoi, et qui m'ont mis des ressources à disposition pour me sortir un petit peu de cet état de pression que j'avais. Mais sauf que Innocent, le mal était fait, malheureusement. J'ai ressenti, en fait, même si on m'a aidée, j'ai ressenti une énorme injustice de m'être mis dans cette situation, de jouer avec ma santé mentale et physique pour un travail. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est quoi ces jobs où tu te crames comme ça, enfin voilà. Et donc voilà, et ça c'est des trucs qui m'ont pas trop quitté, cette question du sens. Donc je me suis dit, ok, la finance il faut que t'arrêtes, il faut que tu fasses peut-être autre chose. Et j'ai tenté d'autres choses, mais finalement, quand j'ai tenté d'autres choses, il y avait toujours la question de mais pour qui je le fais, au service de quel projet de société. Et alors, j'essaye de raccourcir parce que je me dis que c'est peut-être un peu long, mais tu me dis. Et au final, voilà, je pense que tous ces trucs-là m'ont nourri, ont planté des graines, et vraiment ce qui m'a fait basculer, c'est la maternité, quoi. On est à quelle époque, là, à peu près, sur l'arrivée chez Innocent ? Innocent, c'était 2009 à 2011. Ah oui, donc ça remonte c'est pour ça que je te dis... quand même le questionnement. Exactement, c'est pour ça que je te dis que j'ai une prise de conscience assez lente. Et après, si tu veux, j'essaye de te la faire en 1 minute sur la suite. Donc Innocent, je me suis sentie obligée, je me suis dit, faut que je parte, j'ai besoin de réfléchir à ce que je veux faire, et à ce moment-là, j'avais envie de revoyager, et donc on a pris un congé sabbatique avec mon conjoint, on est parti 1 an voyager en Amérique latine et en Amérique centrale, et quand on est revenu, moi je voulais plus faire de finance, et j'ai commencé à essayer de trouver des jobs plus en RH, parce que quand j'étais chez Innocent, à la fin de mon poste, j'avais un peu géré les RH, alors plus d'un point de vue administratif, tu vois, mais j'avais eu quand même une partie du recrutement, enfin j'avais encadré des gens de l'équipe RH et tout. Et sauf que là, à cette époque, c'est un peu ce que je disais, quand t'as une étiquette, c'est compliqué, et je trouvais pas de boulot, on voulait pas me donner ma chance en RH, quoi. Et donc...
proposer que des jobs en finance. Et je dis, ah, putain, j'ai plus envie de faire ça et tout. Et là, j'ai été recontactée par un ancien collègue de Rhodia qui, entre-temps, était devenu Solvay, avait été acheté par Solvay. Et là, il me fait, ouais, Amandine, j'ai besoin de toi pour une mission courte, 6 mois, en Russie, gna gna gna. Je fais, ah ok, allez, pourquoi pas, je fais ça. Finalement, le projet ne se sera jamais fait. Et il me dit, bon, écoute, le projet tombe à l'eau, mais en revanche, moi, j'ai trop envie de rebosser avec toi. Je te propose un job dans mon équipe, quoi. Et là, je me dis, bon, visiblement, faut que la terre complote contre moi, il faut que je retourne en finance. Mais là, j'ai peut-être une carte à jouer en disant, attendez, si je reviens, c'est pas pour refaire les mêmes trucs. Et donc, ce que j'ai négocié, c'est, j'ai dit, ok, je reviens, mais par contre, je fais pas ce job-là pendant plus de 2 ans. Et vous m'aidez à me reconvertir, à trouver ce que je veux faire et à trouver un job dans le domaine que je veux. Et effectivement, ils ont tenu leur promesse. Et en fait, au bout de 2 ans, je suis tombée enceinte, donc c'était en 2015, de ma première fille. Et du coup, c'était en 2014, du coup, la grossesse, pardon, en 2014. Et du coup, ils m'ont payé un bilan de compétences. Et on a profité du fait que j'étais enceinte, que j'allais partir pour dire, bon, Amandine, ça y est, hop, elle quitte l'équipe. Et quand je suis revenue, j'ai pu intégrer l'équipe formation de la boîte de Solvay. Et là, j'ai été nommée responsable de la formation, de la digitalisation de la formation de Solvay. Alors, c'est l'époque 2015, hein, c'est pré-Covid. À l'époque, quand tu disais aux gens, tu vas te former en visio, on te regardait avec des yeux. Donc, j'étais vraiment sur un truc très pionnier et de défrichage. Et j'ai beaucoup aimé ce boulot. Et là, j'étais contente parce que j'étais plus derrière des fichiers Excel, des chiffres toute la journée. Je rencontrais beaucoup de startups dans le domaine du digital et tout. Sauf que, comment je suis arrivée à ce poste-là, sur le digital ? C'est parce que pendant ma grossesse, en fait, j'étais rattrapée un petit peu par des questions d'écologie. Je me suis toujours un peu posé des questions de l'impact de ce qu'on faisait. Je me rendais bien compte que l'avion, c'était pas top, que ça polluait, mais je me disais, mais je fais du vélo. Enfin, j'avais pas les ordres de grandeur, tu vois. Et en fait, j'ai profité du temps libre de la grossesse pour me poser ces questions. Et je suis tombée sur un MOOC qui était, je crois que c'était les Mines ou Centrale, je sais plus, une grosse école d'ingé, qui avait fait un MOOC qui était super avec des intervenants. T'avais Valérie Masson-Delmotte du GIEC dedans, voilà. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Déjà, le MOOC m'avait vachement intéressée sur le fond. Puis je me suis dit, mais c'est extraordinaire, ces outils digitaux. En fait, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de suivre le même MOOC à l'autre bout de la planète. Ça va démocratiser l'éducation. Vraiment, j'étais tombée amoureuse du digital au service de la formation. Et du coup, c'est ça que j'ai vendu en entretien pour avoir le job. Et j'ai réussi à l'avoir. Sauf que, comme j'avais fait mon MOOC sur quand même, c'était Sustainable Development, je crois, le MOOC. Tu vois, je m'étais mis des graines un peu comme ça. Et là, vraiment, en devenant maman, en ayant ma fille, j'ai commencé à me poser des questions. Voilà, mais comment tu te nourris ? Qu'est-ce que tu lui donnes à manger ? Et puis, j'ai commencé à tirer le fil comme ça. Et là, ça a été... je dis souvent, j'ai mis le doigt dans une espèce d'engrenage de questionnement et de déconstruction qui m'a jamais quittée et qui est encore présent aujourd'hui, quoi. À suivre.